Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma Ligue 2 pour le débrief de la quatrième journée après cette trêve internationale. On a eu le plaisir de retrouver notre chère Ligue 2 avec beaucoup de spectacles encore sur tous les terrains ce week-end, pas mal de buts, de scénarios intéressants et un classement très serré, seulement 3 points d'écart entre le leader Guingamp et la 12e place, le Red Star. Voilà, personne n'a réalisé le sans faute. Voilà la fin de la belle série du Paris FC notamment qui avait enchaîné 3 victoires et qui s'est incliné à la maison contre Metz. Donc on a 3 équipes avec 9 points, Guingamp, Paris et Lorient. Et derrière ça se suit, tout le monde a sa carte à jouer. Comme d'habitude, on va parler des tops, on va parler des flops de la quatrième journée. Le débat du jour se portera sur un sujet d'actualité avec le départ annoncé d'Andy Carroll vers Bordeaux. On va attendre quand même que ça se concrétise, mais normalement, voilà, ça a été annoncé par plusieurs médias, ça devrait se faire. C'est assez étonnant et en parallèle, on évoquera le mercato globalement d'Amiens et à quoi joue Amiens finalement, puisque laisser partir l'un de ses seuls attaquants comme ça après la fin du mercato, ça interroge. Et puis on jettera un petit œil sur les matchs de ce week-end, puisqu'il y a quelques très gros chocs, déjà notamment dans le multiplex et lors de ce week-end pour la 5e journée. Pour m'accompagner, la team Malik de est là, Julien Parisot. Salut Julien. Salut Dorian et salut à tout le monde. Et puis Étienne Comte est avec nous également. Salut Étienne. Salut Dorian, salut Julien, salut à tous. Alors, on perd pas de temps, on entame tout de suite avec les tops, donc le positif, les tops de la quatrième journée de Ligue 2. Comme d'habitude, le format qui fonctionne bien, chacun un top et on en débat entre nous. Et évidemment, on attend vos commentaires sur YouTube. J'en profite pour vous rappeler que n'hésitez pas à vous abonner. On approche vraiment de la barre des 1000. Je crois qu'on est à 986 au dernier pointage. Donc voilà, il manque plus que 14 abonnements pour atteindre cette barre symbolique des 1000. Donc n'hésitez pas vraiment à nous soutenir, à en parler autour de vous et à liker cette vidéo et à commenter. Ça nous aide beaucoup à développer notre chaîne. Je laisse la parole à Étienne, tiens, pour le premier top. Qui veux-tu mettre en avant ce week-end? Moi, je vais vraiment pas faire un choix surprenant puisque je vais parler de Guingamp, le leader de la Ligue 2, qui allait s'imposer chez une équipe de Rodez, certes mal en point, mais ça fait quand même une troisième victoire en 4 journées. Je crois qu'on peut commencer à penser que la bonne forme de Guingamp, là, elle n'est pas du tout due au hasard parce qu'il y a des qualités dans cette équipe qui sont très fortes, très identifiables. Je pense notamment à Alpha Sissoko qui est déjà à 4 passes décisives sur son côté droit. Mhm. Voilà, le mercato, tous les ans, Guingamp, on s'inquiète un peu parce qu'ils perdent des joueurs exceptionnels offensivement, mais par un talent qu'il faut leur reconnaître, ils arrivent à en récupérer aussi. Donc, Amin Emia fait un super début de saison. Jacques Sioué, qui était plutôt un remplaçant ou un joueur de rotation avant, voilà, il est en train de s'imposer. Euh, un joueur comme Hugo Picard, il est peut-être pas statistiquement, il a pas lancé sa saison statistiquement, mais il est toujours très important. Donc voilà, c'est une belle équipe qui joue très bien, qui a vraiment de belles qualités offensives. Je crois qu'on peut aussi parler du milieu de terrain, Sidibé, Louis Serre, qui fait vraiment un boulot assez énorme, qui fait mal à beaucoup d'équipes. Donc voilà, je pense que Sylvain Ripoll, il a hérité d'une situation assez stable en arrivant à Guingamp, ce qui lui a permis voilà, de mettre assez vite des choses en place, j'ai l'impression. Et pour l'instant, ben voilà, c'est assez logique que Guingamp se retrouve là. Et je pense pas que ce soit le résultat d'un calendrier un peu facile ou quoi que ce soit. Je pense que voilà, il faut un bon début de saison. D'ailleurs, au classement, du coup, on a le duel des extrêmes. C'était Guingamp qui est donc leader après cette victoire. Et Rodez est la dernière équipe avec 0 point. Voilà, pour l'instant, Rodez qui n'arrive pas à débloquer son compteur. On va en parler un petit peu après, Julien, mais encore un petit mot sur Guingamp. C'est vrai que alors, certes, Rodez est pas dans la meilleure dynamique de sa vie, mais on sait que gagner à Paul-Lignon, ça n'a rien d'évident. D'autant que là, il n'y a pas eu voilà, les cadeaux de Noël avant l'heure comme lors du match face à Metz. C'est vraiment Guingamp qui a été la chercher et notamment Emia, le deuxième but, il intervient 10 minutes après l'égalisation de Bentayeb. On sentait que Rodez avait peut-être commencé à inverser la tendance et ça montre aussi le caractère des Guingampais. Et c'est peut-être ce qui leur a manqué aussi par le passé, cette faculté à aller
relever la tête ou faire pencher des scores en sa faveur. On se souvient qu'il y a eu beaucoup de matchs nuls ou des matchs où Guingamp n'arrivait pas à aller forcer la décision. Là, ils ont réussi à le faire et puis Amine Emia, qui claque encore un top but, c'est son 3e, 3 buts, 3 buts magnifiques donc pour l'instant, c'est vrai qu'on sent que les voyants sont au vert. Avec un Enzo Basilio décisif, puisque Rodez a Oui, beaucoup c'est vrai. cadré. Et non, franchement, il y a un petit peu, ça se voit que c'est une équipe en confiance. Moi, j'ai envie de dire, voilà, ça se voit que à tous les niveaux, c'est une équipe en confiance. C'est peut-être pas la plus talentueuse ni expérimentée à toutes les lignes. N'empêche que voilà, il y a cette dynamique qui est très bien enclenchée là dès le début de la saison. Et on sait que voilà, si tu fais une demi-saison à être dans le top 5, eh ben, tu peux rêver d'y rester jusqu'au bout, quoi. Même s'il faudra faire attention à ne pas s'effondrer. Voilà, on va attendre la confirmation pour en avant, mais c'est très bien parti. Tu as raison de mettre l'accent sur Basilio. À un moment, il fait une double parade. Je vous la conseille, d'aller voir le résumé sur, la chaîne YouTube de beIN Sport notamment. Une double parade assez exceptionnelle, voilà, pour éviter un but encaissé, supplémentaire. Donc, c'est vrai qu'à toutes les lignes, on sent que ça fonctionne et pour l'instant, voilà, sans blessure, sans suspension et bien, c'est une équipe qui tourne et qui tourne bien pour Sylvain Ripoll. Parlons un peu de Rodez, Étienne. On voit dans les stats, et Julien l'a dit, il y a quand même eu 21 frappes, 7 cadrées. Enfin, il y a pas eu que du négatif, loin de là, sur ce match contre Guingamp. Est-ce que tu t'inquiètes pour Rodez, qui est toujours à 0 ou est-ce que tu penses que voilà, le RAF a encore, enfin, il reste beaucoup de temps évidemment, mais est-ce que ça t'inquiète ou pas, toi, voilà, ce début de saison très très compliqué sur le plan comptable? Bah, c'est forcément inquiétant quand on est à 0 point et on en avait parlé un peu il y a quelques semaines déjà, c'est que ça a l'air d'être un peu la saison de la gueule de bois après la saison de la fête totale, d'il y a quelques mois. Mais Rodez sur ces 4 défaites, il y a qu'un seul match qui était vraiment inquiétant, c'était la réception de Metz et les 3 autres, certes, ce sont des défaites, mais on a l'impression qu'ils sont toujours pas loin. Ils ont des occasions, ils font presque jeu égal, ils ont des tirs cadrés, mais ça rentre pas. J'ai l'impression que collectivement, voilà, ils sont toujours là, mais malheureusement, là, voilà, les individualités, pour l'instant, ne répondent pas. Il manque l'exploit défensif, il manque la frappe qui va au fond, donc évidemment, on leur souhaite que ça se débloque, mais avec un bilan comptable pareil, au bout d'un moment va venir le doute, l'incertitude. Donc, C'est ça, ouais. il va falloir vite que ça se débloque. Et la semaine prochaine, enfin vendredi prochain, c'est 3 qui se profilent contre Nice. Donc, un bon vieux match de la mort entre dernier et avant-dernier. Donc, je pense il va vraiment falloir le gagner celui-là, mais n'importe comment s'il le faut, avec un but du nez à la dernière minute. Mais il faut vraiment retrouver la confiance là parce que le cercle vicieux risque de s'enclencher sinon. Ah, on sent que ce sera que la 5e journée, mais un Rodez 3, 3 Rodez, je sais plus si c'est à l'Estac ou à Rodez, ça sent le match tournant quand même. Ça sent le match pour lancer sa saison d'un côté ou de l'autre, pour essayer de commencer à engranger un peu de confiance, et de points. Je te passe la parole Julien pour ton top. Bah, mon top, ce sera la victoire du FC Metz, voilà, qui n'a pas été non plus la plus belle. Il y a eu des moments où ils ont dû un peu courber les chines, un petit peu voilà, bien attendre que les temps forts du Paris FC un peu se passent tout simplement. Ils ont dû aussi s'appuyer sur un Oukidja qui a fait une ou deux parades, je crois, en fin de deuxième mi-temps, là, qui ont été importantes. Mais globalement, je trouve que le FC Metz a parfaitement su s'adapter à son adversaire. Voilà, ils ont laissé la possession, alors qu'on sait que c'est l'un des principes de jeu des fondamentaux de Stéphane Le Mignan. Là, ils ont vraiment laissé l'adversaire jouer comme il l'entendait, et au final, eh ben, ils ont fait jeu égal. Peut-être été dominés par moment, mais en tout cas, j'ai jamais senti vraiment Metz la tête sous l'eau comme voilà, pendant de longues périodes. Après la mi-temps, on se disait que Paris allait vraiment appuyer sur l'accélérateur. Tu as la rentrée de Lopez, de Crasso. Voilà, tu avais vraiment du beau monde sur le banc qui était soit pas prêt, soit qui revenait de matchs en sélection et donc du coup qui avait besoin de repos. Donc on se dit que Paris allait vraiment pousser
forcer la décision. Et au final, Metz qui a su maintenir son avantage avec au passage 2 buts très bien amenés. Ils ont très bien joué les coups sur les quelques rares opportunités qu'ils ont eues, surtout en première mi-temps. Je soulignerais quand même un peu la passivité de la défense quand même du PFC. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur surface voilà, sur ce moment où Udol est tout seul après la remise de Traoré, je me demande encore. Même sur le but de Sabelli, d'ailleurs, jamais Cheikh Sabali doit être tout seul à ce moment-là dans la surface adverse. Donc, ouais, c'est quelques détails à régler pour le PFC qui du coup chute pour la première fois. Et Metz qui reste invaincu et qui, en battant un concurrent direct, recolle à un point de la première place. Donc, bravo au Grenat. 65% de possession pour Paris. C'est vrai que c'est assez rare pour le souligner, que 35% pour Metz depuis le début de saison, c'était pas du tout le scénario. On sait qu'avec Stéphane Le Mignan, il aime bien que ses équipes aient le ballon, mais ça montre que le FC Metz sait être un peu caméléon et s'adapter aussi à son adversaire. Et ça, c'est hyper intéressant. Et j'ai le souvenir. Alors, excusez-moi, je crois que je sais plus si c'est Sabali qui a la balle aussi du troisième but et quand même Cambadio sort un face-à-face. Si, c'est Sabali. Oui. C'est Sabali, hein, c'est Ouais. Sabali, ouais, qui était lancé aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des largesses assez dingues dans la défense parisienne sur ce match. Après, on sait, hein, on sait que Paris, c'est une équipe très portée vers l'avant, qui joue, qui ose. Par exemple, ils étaient menés 2-0 aussi par Dunkerque lors de la deuxième journée. Ils avaient réussi à l'emporter 3-2. Voilà, on sait que Paris, pour le moment, c'est pas non plus une forteresse. Dans le style de jeu, ils savent qu'ils se déséquilibrent. Mais là, le début de match leur a coûté trop cher puisque ils ont réussi à revenir vite à 2-1 finalement, mais ça a coincé pour ne serait-ce qu'égaliser. Donc Paris surpris. Première défaite de la saison pour Paris, Étienne. Ça rebat un peu les cartes, c'est bien. Il y a personne qui fait de cavalier seul pour le moment. On voit plus ou moins des favoris au rendez-vous, Lorient, Metz, Bastia, pardon pas Bastia, Metz, Paris. Justement, et quelques outsiders comme Bastia, comme Pau, qu'on avait mis dans nos prédictions, Julien et moi. Puis Guingamp qui aussi chaque année fait partie un peu des ambitieux. Donc c'est bien aussi, et ça prouve que Paris n'est pas imbattable, malgré encore une fois, Julien l'a dit, un banc XXL et des choix forts à faire à chaque fois pour Stéphane Gilly. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un banc terrifiant quand dans les 20 dernières minutes, ils peuvent se permettre de faire rentrer Lopez et Crasso qui a fait une superbe entrée, même s'il n'a pas pu marquer. Après, je pense que Paris, c'est une équipe qui va quand même se maintenir dans les premières places du classement, même malgré ce petit accro. Mais c'est peut-être une équipe qui va concéder des buts de temps en temps, parce que ouais, c'est quand même très porté sur l'avant, comme tu l'as dit tout à l'heure. Parce qu'il y a les deux latéraux qui montent, hein, parce que Touraine, on sait que c'est quelqu'un de très porté vers l'avant, mais Olila aussi montait énormément sur le côté gauche. Là, on est en train d'intégrer côté parisien Maxime Lopez au milieu de terrain. C'est pas le profil le plus défensif, même s'il joue parfois devant la défense. On a vu qu'il alternait un peu avec Marchetti, il s'échangeait parfois le rôle de sentinelle et de relayeur. Donc c'est intéressant de voir comment ça va se combiner, mais je pense que voilà, le Paris FC, ça va peut-être une équipe qui va plus faire des 3-2 que des 1-0. Je pense que voilà, c'est plutôt bien pour le championnat du coup. Ouais, et puis je voulais revenir aussi sur le coup tactique, hein. On parlait du FC Metz, défense à 4, c'était pas forcément le cas depuis le début de saison. Et là, on a retrouvé une défense à 4, un schéma qui a finalement une espèce de 4-4-2 à plat un peu, avec Jalot et Diallo sur les côtés, Sabali enfin, ou alors 4-1-4-1, peut-être même plus dans l'animation, avec une Ndukidji en 6 et Hein en 10. Mais c'est vrai que c'était intéressant, beaucoup de mouvements. Et puis cette défense à 4, malgré tout, a plutôt rassuré, voilà, même si, oui, peut-être face à la meilleure armada offensive de Ligue 2, il y a eu un but encaissé, mais malgré tout, ça a tenu. Donc c'est ce qui manquait aussi, peut-être, de se rassurer sur le côté défensif. Cette ligne de 4, c'était intéressant, Julien, notamment avec Udol et Kouao, qui sont aussi deux latéraux qui apportent énormément, quoi. Ouais, j'ai beaucoup aimé effectivement la prestation de cette défense. Traoré qui a été un patron, hein, franchement, Ouais. outre sa passe décisive, vraiment beaucoup de dégagement, Sané qui fait encore un peu peur parfois, hein. Sané dans les interventions ou avec le ballon, des fois, c'est un peu limité quand même. Heureusement qu'il a Ouais. Traoré avec lui. C'est bien Oui, d'avoir oui, une oui. assurance comme ça.
Ça, c'est un duo qui marche bien après, pour le coup, mais Mmh, c'est tout à vrai fait. que des fois, Sané, ouais, il fait un peu peur des fois, Mais Sané dans les juste pour conclure, Udol et Kwao, ils ont eu un très bel apport offensif aussi samedi, mais ce sont des joueurs qui savent aussi, jouer dans une défense à 3 par exemple. Ils ont quand même plus, défensivement, ils apportent plus de garanties que, bah, les latéraux de Paris typiquement. Ils ont ce côté un peu plus polyvalent, qui permet quand même, de garder une solidité tout en jouant offensivement, hein. Ouais, c'est sûr que c'est un énorme coup pour, Metz d'avoir gardé un Udol en Ligue 2, quoi. Bon après on connaît l'attachement de Mathieu Hudol au FC Metz et c'est le capitaine maintenant un peu emblématique, mais c'est vrai que c'est pour de la Ligue 2, c'est quand même très très costaud et peut-être que Kevin Van den Kerkhoff, à droite, pourra revenir aussi un jour dans un 3-5-2. On sait qu'il avait des envies de départ, finalement il a pas trouvé de porte de sortie. Est-ce qu'il partira, d'ici, fin septembre? On verra, mais en tout cas pour le en tout cas, Stéphane Lemien, il a pas fermé la porte au cas où, voilà, si le joueur est à disposition du groupe, si dans sa tête, il revient dans le projet FC Metz, ça pourrait faire une arme supplémentaire, pour basculer entre les pistons, entre Kouao et Van den Kerkhoff. Donc, vraiment un effectif de Metz séduisant sur le papier et puis c'est malgré tout un choc qui a bien tenu ses promesses, hein. Voilà, c'était déjà un peu, pas une comme un peu une finale avant l'heure comme tu l'avais titré, Étienne, mais c'est vrai que c'était intéressant de voir ces deux gros effectifs s'affronter et notamment la première période avec ses 3 buts marqués, qui a tenu toutes ses promesses. Mon top moi, pour, cette, 4e journée, ce sera le FC Annecy, voilà, qui a passé l'un des cartons de la soirée avec le Pau FC, victoire 3-0 nette et sans bavure contre Amiens. On avait un peu peur du 0-0, on va pas se mentir, sur le papier avant le coup d'envoi et puis finalement, le FC Annecy, qui a maîtrisé les débats avec, Antoine Larose, qui est vraiment, incroyable, ce joueur qui vient, qui est arrivé l'année passée depuis le N3 je crois, depuis Louan Cuiseaux, hein C'est ça. et il y a eu une première année déjà très positive d'adaptation à la Ligue 2 et aujourd'hui c'est un titulaire, clairement presque indiscutable. Il est décisif quasiment à chaque match, que ce soit par le but, par la passe, dans les débordements, dans la finition. Là, il marque de la tête, sur un centre au 2e poteau. Voilà, Vincent Pajot l'éternel, Yoann de Moncy, sa qualité sur les coups de pied arrêtés qui n'est plus à présenter. Ben, une équipe cohérente, hein, toujours, l'expérience de Kachi Pajot au milieu, le côté technique de Moncy, de Larose, Djoko devant, une défense, c'était surtout la défense aussi qui devait trouver, ses repères. Une défense qui a été très solide encore une fois, qui encaisse pas. Donc félicitations au FC Annecy. Si on regarde un peu le côté, statistique de la rencontre, on va regarder ce que ça donne. Mais voilà, Annecy, sans faire de bruit, j'avais un peu peur pour eux, encore une fois avec le mercato parce que, ils ont été assez contraints, en termes de budget. Ils ont recruté beaucoup de joueurs des divisions inférieures, c'est un peu leur spécialité et Puis les je départs de dois dernière admettre minute, hein, ça oui, fait. plus les départs de, Gaby Jean, par exemple, de certains Mmh. cadres quand même, de Nordin Candil. Enfin, ils avaient beaucoup de joueurs prêtés, Ousmane Camara, Mmh. Nordin Candil qui avaient brillé, tout ça et bah, non, mais force est de constater qu'après, bah, voilà, le coaching de Laurent Guyot reste toujours impeccable, en tout cas, la direction qu'il donne à cette équipe et surtout la dimension collective et aussi dans l'effort, c'est ce qui fait la différence parce qu'encore une fois, au niveau possession, on voit qu'Annecy, c'est pas une équipe qui a le ballon tout le temps dans les pieds. Par contre, c'est une équipe qui met énormément d'intensité dans le contre-pressing, dans les courses, dans les transitions et ça marche et quand tout se déroule, à merveille comme ça, bah, ça fait très mal, aux adversaires et voilà Amiens, bah, qui reste, une équipe, irrégulière, en tout cas, dans ses résultats, qui a toujours du mal un peu à enchaîner. On attendait Amiens au tournant après la trêve, Amiens qui avait battu Lorient. On se disait: «Ah, ils font tomber un gros, qu'est-ce que ça va donner à Annecy?» Et puis finalement, bah, c'est la rechute pour Amiens, un peu comme d'habitude. On va en parler un peu plus longuement tout à l'heure dans notre débat. Mais, je voulais vraiment mettre l'accent sur le FC Annecy. Voilà, 7 points les gars, bah, ça se met déjà bien par rapport à la zone rouge, hein, déjà 6 points d'avance donc, c'est bien pour Annecy. On sait qu'Annecy aura peut-être un trou d'air dans la saison. On sait très bien que, ça tiendra sans doute pas ce rythme-là, toute la saison, même si on leur souhaite. Mais en tout cas, pour l'instant, vraiment c'est très cohérent et c'est encourageant. Voilà, je sais pas si vous voulez, rajouter quelque chose sur un joueur en particulier ou sur le FC Annecy, mais bravo en tout cas, aux Annéciens pour ce début de saison. Mmh. Rien de plus à rajouter. Pareil. On a tout dit.
on a tout dit sur le FC Annecy. Je voulais juste regarder en termes de compo. Non, ouais, c'est vrai que non, mais mention spéciale encore une fois pour Antoine Larose. Moi, Ouais. ça peut devenir l'un des chouchous de la Ligue 2. En plus, c'est un joueur qui a déjà 30 ans, je crois, 30 ou 31 ans. Enfin, c'est le genre de parcours. Il découvre la Ligue 2 à 30 ans. Il vient du N3. Enfin, c'est comme quoi, même dans les divisions vraiment, pour le coup, N3, ça ressemble quand même à de l'amateurisme un peu. Enfin, allez, oui, même s'il y a quelques contrats fédéraux, Ouais, on est loin, quoi. il y a quand même un gap entre la Mm. N3 et la Ligue 2, quoi. Autant Mm. avec certains clubs de N2 ou avec des réserves des clubs pro, on sait Ouais. que la marge est peut-être pas si grande, mais là, mais Gabijan, c'était de loin cuisé aussi, hein, d'ailleurs. C'est dingue en fait de se dire que il y a des joueurs comme ça qui évoluent en N2, en N3 et qui dénotent pas du tout en Ligue 2. Donc voilà, encore une fois, chapeau au FC Annecy. Allez, on va passer au flop, un petit peu moins positif, les avis qui piquent un petit peu plus. Je repars dans le même sens, Étienne, quel flop pour toi? Alors, un flop discret, c'est celui de Clermont. Clermont qui, bon, l'année dernière, a fait une année assez cauchemardesque en Ligue 1. Je crois que dès le mois de mars-avril, ils avaient compris que c'était fini, hein. Donc du coup, ils avaient anticipé cette descente. Ils ont tout de suite pris Sébastien Bichard, le nouveau coach. Voilà, ils sont préparés à entamer un nouveau cycle. Il y a eu pas mal de changements. Dès le début de la saison, voilà, le club nous a annoncé qu'il n'allait pas forcément concurrencer les Paris FC et les Lorient en termes d'effectifs pour aller jouer le haut du classement. Mais bon, quand même, c'est une équipe qui descend de Ligue 1 et dont on est en droit, je pense, d'attendre un peu plus que ces 4 points et surtout voilà, ces 2 défaites consécutives qui viennent d'arriver. Donc voilà, je trouve que Clermont est en train de vraiment rentrer trop sagement dans le rang de la Ligue 2 en étant pourtant une équipe qui vient de l'étage supérieur. Ouais. Surtout qu'au niveau du calendrier, Ouais. on est quand même sur 3 matchs à domicile C'est sur ça. 4 journées Pour moi, c'est ça et le pire. le bilan, c'est un nul et 2 défaites à domicile. Sachant que donc la victoire a été obtenue sur la pelouse de l'Estac. C'est un peu ça aussi qui fait désordre, c'est que alors il y a eu 1-0 contre le Paris FC, on C'est pas répète, le Paris choquant. FC sera Mm. sans doute candidat au titre. Là, c'était contre Dunkerque et il y avait eu match nul de partout contre Pau. C'est peut-être ça qui est, alors pas inquiétant, mais un peu dommageable pour Clermont, c'est de ne pas avoir pu profiter de ce calendrier Mm. favorable à la maison en début de saison pour engranger des points. C'est peut-être ça surtout qui interpelle, Julien. Je sais pas si tu voulais Ouais, rebondir voilà, là-dessus. exactement. Non, je suis tout à fait d'accord. Après, on sait qu'ils ont eu un début de saison un petit peu contrarié par certaines blessures. Là, ils ont Ouais. annoncé l'arrivée de Famara Diédhiou. J'ai hâte de savoir où est-ce qu'il en est, parce que ça peut vraiment tout changer sur le front de la tag. Mais c'est vrai que quand tu vois comment ils se font ouvrir par Dunkerque comme ça en fin de match à domicile, alors certes, ils vont chercher la victoire et c'est très bien, hein. Mais bon, je crois que c'est Jacquet hein, Et qui se rate un petit peu. bah, Ouais, je sais pas si c'est on peut dire qu'il se rate parce que en gros, c'est compliqué hein, dans la situation. c'est Hein, compliqué quoi, parce qu'il essaye de dégager le oui, ballon sur la ligne. Bon, il est un peu malheureux parce qu'avec le poteau, ça revient plein axe. oui, c'est C'est vrai que ça. c'est un Ah peu, oui, c'était pas facile à défendre, on va dire, mais il Mais manque un peu de réussite aussi. en fait, je trouve que le projet de Clermont est très intéressant avec de bons joueurs de national qui ont été recrutés, des joueurs prometteurs, soit de l'étranger, voilà, soit des divisions inférieures aussi qui sont arrivés. Après, c'est vrai que c'est dommage effectivement de pas prendre ces points à domicile là, de se rassurer justement devant son public, parce que je pense que ça va être une équipe à surveiller de très très près, pas forcément cette année, mais d'ici 1 ou 2 ans, parce qu'en plus ils ont des longs contrats pour la plupart de leurs jeunes joueurs. Faut faire attention, voilà, à ce que le projet parte pas en autre boudin dès maintenant avec le coach viré en octobre, voilà, ce que je sais pas du tout, hein. Mais si jamais les défaites continuent, j'espère que ça va un peu stabiliser, juste pour voir aller 1 an 2, 1 an 3 du projet Bichard à Clermont, parce que je pense qu'il y a une équipe pour faire quelque chose à l'avenir. Mais voilà, quand on accumule un petit peu trop de profils inexpérimentés qui n'ont pas encore joué en Ligue 2 ni au-dessus la saison dernière. C'est vrai que la transition est un petit peu rude. Mais je pense que moi, je ne tire pas encore la sonnette d'alarme tout de suite. Je pense quand même que ça va le faire pour Clermont, qui joue un peu de malchance aussi par moment. Mais voilà, il ne va pas falloir trop tarder pour prendre des points, surtout à la maison. Le public, il s'est un peu lassé, hein, le public de Montpied.
Ah, il faut le reconquérir. C'est sûr qu'après une année très, Mmh, très mmh, compliquée mmh. en Ligue 1, c'est toujours un peu le défi de voilà, on l'avait vu avec Toulouse par le passé, c'était très moribond, la première année avant que finalement ça mais c'était très moribond et finalement quand il y a eu les premières victoires, cette spirale qui s'est inversée, ben, on a retrouvé peut-être même encore plus de ferveur que sur une année moisie de Ligue 1. Donc Complètement. il y a quelque chose à faire. C'est vrai que c'est le premier défi et là, pour le moment, malheureusement, sur ces 3 matchs à domicile, il y a pas encore eu cette étincelle. Après alors tout n'est clairement pas noir pour Clermont parce que, Mmh. comme l'a dit Sébastien Bichard, la défaite est pas forcément méritée et même Luis Castro, hein, l'entraîneur de Dunkerque l'a reconnu. Lui, disait qu'un match nul aurait sans doute été plus logique, au vu des voilà de la confrontation. Effectivement, Dunkerque a su aller chercher cette réussite supplémentaire avec ce style de jeu à l'extérieur qui convient toujours très bien. Donc c'est clair que tout n'est pas à jeter pour le Clermont Foot, mais oui, c'est faux pas à domicile, mettre un peu la pression dans le sens où il va falloir aller récupérer ses points à l'extérieur et on sait que, c'est jamais évident. Après peut-être que Clermont sera une équipe qui sera plus à l'aise à l'extérieur, ça arrive aussi Qui et sait, ouais. finalement d'avoir joué 3 fois à domicile sur 4, avec une victoire à 3, même si c'était pas une victoire non plus, référence on va dire, c'était un peu, sur un penalty un peu litigieux. Donc ouais, on attend un petit peu mieux de Clermont, en tout cas dans le score, dans les résultats parce que, effectivement, on voit quand même des super séquences. Moi, je me souviens du match contre Pau, c'était abusé que ça fasse 2-2 aussi parce que quand ils arrivent à retourner le score à 2-1, ils ont quelques occasions énormes qu'ils concrétisent pas et finalement ils arrivent pas à conserver cette victoire. Mais ouais, en tout cas, on est un peu sur notre faim. C'est un peu le sentiment qu'on a avec Clermont jusqu'à présent, donc à suivre ces prochaines semaines si effectivement, l'ancien pensionnaire de Ligue 1 va savoir, redresser un petit peu la barre. Julien, ton flop pour cette, 4e journée? Ouais, malheureusement, on trouve pas mal de points positifs à retenir pour Clermont. Je trouve que c'est pas trop le cas pour Martigues, qui s'est vraiment incliné, mais comment dire, c'était net et sans bavure. Ouais. Je pense que Thierry Loret sera d'accord avec moi. D'ailleurs, je sais pas pourquoi Il je est dis je d'accord avec pense. toi parce que J'ai lu sa conférence de ouais, presse qui disait que, ouais, il disait franchement 3-0, c'est peut-être même gentil ouais, que Pau aurait dû s'imposer encore plus largement. Et c'est vrai qu'après avoir revu les images des buts, des occasions concédées par Martigues, bah, en fait, t'as pas du tout le sentiment que c'est une équipe de Ligue 2. Et c'est ça qui est inquiétant. Ils avaient fait un super match à l'extérieur contre Annecy à la deuxième journée. mmh, Voilà, tu te dis, bon, bah, peut-être que c'est une équipe qui va vraiment pouvoir vraiment s'éclater à l'extérieur quand les équipes vont un peu plus les chercher, quand ils vont laisser des espaces. Et puis Pau, qui est l'équipe qui au football total par excellence, où vraiment on laisse aucune, on laisse aucune place à l'équilibre et à la demi-mesure. Et ben, au final, ils se procurent très très peu d'occasions. Et pire, ils cèdent à chaque opportunité. D'ailleurs, il faut saluer encore nouveau but de Khalid Boutaïb, et, la recrue Kandé Diawara qui s'est éclaté aussi ce match-ci et qui les deux ils font partie des joueurs des meilleurs joueurs sur cette journée là, sur cette mmh, quatrième journée. Donc c'est autant un très beau succès de Pau à domicile qui confirme qui n'a pas encore perdu de match hein, de la saison. Bravo Palois. Après, je pense que ça traduit effectivement plus la faiblesse du FC Martigues sur cette rencontre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se faire laver tous les week-ends, mais attention à ce que voilà, tu prends déjà pas de points à domicile. Si en plus à l'extérieur tu prends voilà, tu n'arrives pas à relever la tête quand tu prends le premier but, ça risque d'être compliqué par la suite. Donc courage les Martégots, voilà, accrochez-vous bien et il y a quand même de la qualité dans cette équipe, on l'a vu. et c'est vrai que, Pau va savourer ce match sans encaisser de but parce que ça arrive pas tous les week-ends, hein. C'est avec le style de jeu des Palois, on sait qu'ils souvent ils encaissent, donc là ça va leur faire du bien aussi. Un petit match, voilà, sans prendre de but, et c'était Mehdi Janin d'ailleurs au but, puisque, Bingourou Kamara est encore un peu blessé et bon on sait que, c'est 2 excellents gardiens et ça c'est la grande force aussi du Pau FC, c'est qu'à toutes les lignes il y a quand même des solutions, sur le banc aussi et puis mention spéciale à Antonin Bobichon qui claque un Ah ouais. magnifique coup franc pour son retour de Mmh. suspension aussi qui fait beaucoup de bien. Et tu l'as cité, Merali Boutaïb, l'éternel. Quelle frappe, pied gauche encore, Complètement. enfin on voit là, techniquement c'est très, très, très costaud et d'ailleurs c'est, Pathé Mboup, le jeune, qui remise de la tête, donc accrédité aussi d'une passe D. On sent que le trio offensif c'est éclaté quoi. Vraiment que ce soit Diawara, Mboup ou Boutaïb, ça va très vite et ça fait très mal. Martigues, ouais, Thierry Lauré, Etienne, clairement,
il est pas allé par 4 chemins, il a dit les choses, un non-match total de la part de son équipe, visage très inquiétant. Il faut une réaction d'orgueil, immédiate, après, pour laver un affront comme ça, il faut vraiment, tout de suite, enchaîner un bon match parce que sinon ça peut gamberger dans les têtes et autant sur le début de saison où ils étaient censés être un peu moins prêts, on avait vu Mmh. des belles choses. Ils s'étaient inclinés d'assez peu. Autant là, ouais, au retour de trêve, tu te dis qu'ils ont eu un peu plus de temps, le mercato est fini pour travailler et cetera. Mais là, c'est, bon, ça arrive, hein, c'était un soir sans, mais attention à vite réagir. Bah, on connaît bien Thierry Loret, c'est quand même pas quelqu'un qui est du genre à embellir les choses, dans ses discours. Mais il a raison, je pense que le plus symptomatique pour moi, hein, c'est le but de Diawara, le troisième, où, je Ouais. crois qu'il a le ballon une Ah première fois oui. sur le côté droit, ça repart dans l'axe, tout le monde regarde dans l'axe, il est complètement oublié par des joueurs qui regardent pas dans leur dos et voilà, il reçoit le ballon une deuxième fois complètement seul dans la surface, pour mettre cette frappe croisée. Donc là, je pense que c'est un défaut d'expérience de la part des Martigaux qui vont devoir apprendre ouais, à être plus solides, plus concentrés. Je crois que le défi pour cette équipe, ça va être de résister à son adversaire le plus longtemps Mmh, mmh, mmh. possible pour rester dans le match le plus longtemps possible et éventuellement pouvoir essayer de surprendre, de mettre un petit but comme ça ou d'arracher un nul. Parce que voilà, évidemment, on n'attend pas d'eux qui dominent leur rencontre, mais ils peuvent pas faire des cadeaux comme ça. Même le deuxième, hein, laisser les attaquants se faire des remises dans Mmh, la mmh. surface comme ça, jouer en une touche et tout, c'est pas possible pour une équipe qui joue le maintien. Donc, va falloir être plus tranchant défensivement, plus concentré, plus solide. Et le pauvre Jérémy Aimé qui s'est fait canarder, 9 tirs cadrés pour les Mm. Palois donc ouais, vraiment Thierry Laurey a raison quand il dit que le 3-0 est peut-être même un peu, gentil pour Martigues tant les Palois ont bah, on a vu la diff entre une équipe qui est installée depuis 5-6 ans en Ligue 2 maintenant, qui commence petit à petit à à jouer la première partie de tableau, hein, finalement. Puisque Pau, l'année passée, termine Mmh. 10e, mais a longtemps été situé un peu plus haut et là, ben, écoutez, 2 victoires, 2 nuls, ils sont invaincus, 8 points. On regarde plus le Pau FC, de la même manière désormais et on sent désormais que le Pau FC a quitté, ce statut de nouveau club de Ligue 2, Ouais. d'anciens promus alors que là, Martigues est en plein dedans. Ils sont un peu comme ce que Pau a connu, hein. Ils jouent pas dans leur stade. On rappelle que Pau, au début, jouait au stade du Hameau. Alors, bon, ça, c'était à Pau. Donc, Mm. c'était quand même à domicile, mais c'était pas leur stade de foot. Bon, là, Martigues joue à Marseille pour le moment. Mais on sent voilà deux clubs à des moments différents de leur projet aussi. Et quand ils se jouent aussitôt dans une saison, bah, la différence, elle a été criante. Et ça montre bah, tout le chemin qui reste à parcourir à Martigues pour espérer bah, justement suivre la voie du Pau FC et espérer s'installer dans cette Ligue 2. De mon côté, le flop, moi, le petit flop de ce week-end, bah, c'était le match d'hier soir entre Grenoble et Caen. Et donc, c'est autant un top pour Grenoble qu'un flop pour le SM Caen. Mais du coup, on va le basculer dans la catégorie flop pour Caen. Mmh. Pourquoi un flop pour Caen? Bon, bah, déjà, tout simplement, au niveau du classement, Malherbe n'avance pas et reste barragiste en bas de tableau, alors que on pense que l'ambition du club, c'est plutôt d'être barragiste minimum en haut de tableau. L'autre très grosse, déception, c'est que cette fois, Caen avait vraiment pris le match par le bon bout, marque au bout de 4 Mmh. minutes. En plus, l'histoire est belle avec, 1re titularisation d'Alexandre Mendy, son retour, il marque au bout de 4 minutes. Tu te dis: «OK», quand tu vois le 11 de départ, à part peut-être Dylan Meda qui est pas forcément un vrai, latéral droit, tu te dis: «OK, il y a vraiment une très belle équipe avec M'Vila, Rajo, Le Breton», enfin, il y a vraiment de la qualité à toutes les lignes. Tu te dis: «Là, Caen, ça peut faire mal si ça se met en route». Et finalement, je sais pas pourquoi, ce premier but rapide, il a à la fois complètement réveillé, en tout cas piqué Grenoble et il a endormi totalement Caen. Donc le cumul des 2 a fait que Grenoble a petit à petit complètement, mis le pied sur le ballon et dans l'intensité, en fait, il y avait une différence d'intensité mais énorme et par exemple, c'est illustré par, Gaëtan Paquies, je trouve, le capitaine, qui est fautif, indirectement sur le premier but puisque c'est lui qui couvre totalement, l'appel de Mendy en profondeur. Par contre derrière, ça obtient un penalty devant le Cuche, ça marque le troisième but, ça se projette non-stop, ça met le pied et en fait c'est un peu moi je trouve ce qui manque à cette équipe de Caen Mmh. aujourd'hui, c'est que c'est une équipe un peu trop gentille et il y a peut-être que Yann M'Vila, je trouve qui voilà, on sent qu'il est au-dessus et qu'il arrive à mettre de l'impact, à gérer un peu le tempo,
un peu plus en première période où il arrive à ressortir des ballons, et cetera. Mais tout le reste, je trouve que c'est encore un peu trop gentil, hein, et que ça va pas forcément au bout de ses idées et notamment dans l'intensité. Et je pense que c'est ce que Nicolas Sub va le plus regretter, lui qui était, typiquement, je prends l'exemple de Gaëtan Paquez, mais si tu prends Nicolas Sub, c'était la même chose, à un niveau supérieur du côté de Malherbe au même poste. Et même Alex Mendy, finalement, je trouve que au fur et à mesure, il s'est un peu éteint. Alors, il est pas non plus servi dans d'excellentes conditions, mais on a senti une équipe qui a sombré, qui a jamais su vraiment repartir de l'avant. Alors, Diop fait quand même 2-3 arrêts, hein, mais ça reste ponctuel. Alors qu'en face, Mandrea, il était tout le temps sous pression. Il est fautif aussi sur le troisième but où il relâche le ballon, mais il est tellement «mis à contribution» entre guillemets qu'à bout d'un moment, ça peut craquer. Et puis voilà, donc encore beaucoup de travail pour Malherbe. Sauf que les journées filent. Ça rappelle l'année passée quand ils ont connu leur énorme trou d'air, ils avaient 12 points en Mm. compteur quand même, hein. Ils avaient commencé par quatre victoires consécutives. Là, ils ont pas de matelas. Donc ils commencent par ce «trou d'air» entre guillemets. Yann M'Vila, pour moi, il a tout résumé. Le mercato est fini, la vente du club maintenant c'est acté, voilà, les choses sont claires. La grève des supporters, bah là c'était pas à domicile, il y a pas de raison de dire que le stade pousse pas ou je ne sais quoi. C'est les joueurs sur le terrain, c'est un groupe ensemble, c'est un staff technique et un groupe de joueurs. C'est à eux de trouver les solutions. Clairement, il était très, très, très agacé. Je vous invite à aller voir la réaction de Yann M'Vila, où clairement, il a dit au micro de Beansport qu'il aurait pu, être un peu vulgaire sur la prestation, de lui-même et de son équipe, surtout dans le manque de détermination et d'impact et c'est vraiment ce qui nous a choqué, la différence d'intensité. Si je prends, Joseph Meïssaba Kirwedan, le travail qu'il a battu, surtout défensivement, hein. Je vais vraiment parler du travail défensif avant même de parler du travail offensif. C'est 3 joueurs qui sont hyper généreux dans les efforts et cetera et qui, par leur travail de sape arrivent à se trouver de l'espace, à trouver des situations et Théo Valls aussi qui fait un match énorme pour moi, sur le deuxième but notamment qui est à la récup et qui lance Meïssaba. Mais voilà, on a vraiment vu le contraste entre, une équipe, «sûre de son projet» entre guillemets avec Oswald Tanchot qui a une ligne directrice qui est très, très claire et une équipe de Caen qui se cherche encore complètement à mon avis et qui va devoir vite, vite, vite se remettre la tête à l'endroit et je pense qu'il peut y avoir des choix forts de Nicolas Sepp sur le prochain match. Vu l'image qui a été renvoyée par son équipe, je pense que ça va pas lui plaire. Soit il remet les mêmes et il les responsabilise et il attend une vraie réponse, Mm. soit il change, quelques joueurs, qui ont pas forcément répondu aux attentes et l'attente elle est forte, hein, du côté de Caen, parce que là la pression populaire elle va arriver aussi, il y a un nouvel actionnaire, il y a des ambitions, on a envie de voir Caen, du côté, en Normandie, on a envie de voir Caen en haut de tableau donc faut pas traîner. Donc voilà le flop de pour moi de cette quatrième journée, c'est vraiment un peu plus le visage inquiétant de Caen que le très beau visage de Grenoble. J'ai envie aussi de saluer Grenoble, bien sûr, sur ce match. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce Grenoble-Caen Moi, je crois que de votre côté? tu as été assez complet, mais c'est vrai qu'après l'ouverture du score de Caen, j'ai senti une équipe normande à moitié en panique, Ouais. à moitié à ne pas savoir ce qu'elle devait faire. Parmi les joueurs qui je pense, ont un peu déçu, il y a les 2 ailiers, Kireme et Brahimi, qui Mmh. techniquement, ils ont pas réussi à faire, des différences. Ils ont pas réussi à remettre sous pression, cette équipe, de Grenoble et c'est vrai que le contraste, avec, les attaquants, de Grenoble était assez frappant, hier soir. Puis ce qu'il faut souligner aussi, c'est que l'année passée, Alexandre Mendy, il est quand même alimenté par des pistons plus que des latéraux, qui sont Mmh. Valentin Henry, Ali Abdi. Avec énormément de centres et cetera, voire même les ailiers et Kérémé a fait beaucoup de passes, enfin pas mal de passes D l'année passée. Là, en l'occurrence, on n'a pas vu un jeu qui a Ouais. permis aux Mm. ailiers de centrer ni aux latéraux. Alors, je le redis, Dylan Meda, c'est pas forcément son poste de prédilection. Non, c'est À gauche, Quentin Lequeux, c'était son premier match aussi, donc il faut le temps qu'il s'adapte, à ses nouveaux partenaires et cetera. Mais forcément, Alex Mendy, il marque le but sur une superbe, ouverture en profondeur. C'est peut-être un registre où on le voyait un peu moins.
de Brahimi d'ailleurs à signaler et il aurait pu mettre le doublé aussi après un corner, je crois là, sur un centre en retrait où il fait une espèce de talonnade avec un très bel arrêt de Diop. Mais ouais, à part ça sinon, bon bah, c'est vrai qu'il est pas servi, vu son profil de jeu, il est pas servi dans des conditions exceptionnelles pour faire quelque chose avec sa taille et sa présence dans la surface et puis sa finition donc effectivement, du travail, voilà, du travail tout simplement du côté de Caen. Il va falloir trouver des automatismes, trouver peut-être les bonnes complémentarités aussi au milieu de terrain. Un peu déçu de Lorenzo Rajo aussi, je l'ai pas reconnu le Lorenzo Rajo de Rodez dans l'impact, notamment dans l'intensité. On sait qu'il en mettait énormément, hein, c'était le jeu du RAF. Donc je pense que Rajo peut monter en puissance aussi, mais on rappelle qu'il a signé tard, hein, il a signé tard, donc il a pas Bien sûr. suivi toute la prépa. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi des états de forme physique disparates pour l'instant du côté canet et il faut du temps pour que tout ça s'égalise, mais du temps, bah, Caen n'en a pas beaucoup puisque là, on va entamer une semaine à 3 matchs, hein. Donc déjà, on sera déjà quasiment, au quart de la saison, hein, 7 fois 4 non, pas un peu plus, un peu moins du quart, mais on aura 7 journées de Mmh. passées, d'ici 10 jours. Donc le temps passe vite du côté canet. Alors messieurs, passons au débat de la semaine avec, l'info, voilà, l'info ce mardi matin qui, est pas encore officielle, mais voilà, qui quand même, se tend à se concrétiser. Andy Carroll, l'attaquant d'Amiens, devrait rejoindre Bordeaux en National 2. Alors on ne sait pas comment Bordeaux peut payer Andy Carroll, pour un club qui était à l'agonie Mmh, mmh financière. mh. Ça pose des questions sur le projet bordelais. Bon, on va pas parler de ça puisque Bordeaux est en N2 désormais. On continue de suivre Bordeaux évidemment, mais on va pas s'attarder sur ça, mais plutôt sur Amiens, le club qui nous intéresse en Ligue 2. Ça interroge messieurs, voir Andy Carroll qui était titulaire à Annecy, donc clairement c'était pas «prévu» entre guillemets parce que si un joueur qui est sur le départ, qui est censé partir 2 jours plus tard, connaissant Mardaf, s'il sent qu'il a un peu la tête ailleurs, il le met pas titulaire. Donc Andy Carroll titulaire à Annecy, 2 jours plus tard, on apprend que 3 jours plus tard, on apprend qu'il file vers Bordeaux. On rappelle que, c'est donc John Williams, hein, donc le directeur sportif de d'Amiens, officiellement, qui donne un coup de main bénévole, hein, donc bénévole a priori à Bordeaux et donc en gros qui déshabille, Amiens pour renforcer Bordeaux en N2. Bon voilà, après, écoutez, les dirigeants d'Amiens, hein, font ce qu'ils veulent avec ça. Mais, on en revient toujours à la même question, c'est qu'en fait on comprend pas trop le projet d'Amiens, été après été, hiver après hiver, mercato après mercato. On a le sentiment que c'est Oswald Torchot qui avait eu cette phrase quand je l'avais au téléphone après son expérience à Amiens, un aéroport permanent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce soit le mercato ou pas le mercato, il y a toujours des joueurs en transit qui arrivent, qui partent, on sait pas trop, à l'étranger, en France, en Belgique, en Amérique du Sud, en N2. Voilà, ça va être très compliqué pour un entraîneur et à quoi joue Amiens en fait? Julien, ça interroge encore une fois sur les La ambitions d'Amiens. Ils perdent Andy Carroll qui est, avec Mafuta, ils avaient 2 attaquants de pointe et ils en ont plus qu'un, quoi. la seule cohérence que je vois dans ce départ prochain d'Andy Carroll, c'est que c'est un joueur qui devait, surtout qui venait d'Angleterre, avoir un salaire quand même assez conséquent. Et que C'est vrai, Amiens et Bernard Joannin veulent vraiment, vraiment réduire la voilure. On sait, voilà, avec c'est vrai. les conditions, voilà, l'état du foot français, les revenus à la baisse pour tous les clubs professionnels. Ça, c'est cohérent, il n'y a pas de souci. La question, c'est qui pour le Mais ça veut dire remplacer qu'il parce part que... à ça veut dire qu'il part à Bordeaux il peut pas Ah partir à oui, Bordeaux pour le même salaire, donc après c'est dur de renégocier un contrat que tu as déjà signé avec un joueur. c'est Ça, ça. une fois que Et donc, c'est fallait signé. s'en... Mais bon, C'est ça, mais donc c'est la cohérence que je vois, c'est l'explication que je vois à ce départ. Et effectivement, il faut dire aussi que Andy Carroll, je pense quand même qu'il était signé, il était recruté pour être titulaire quand même. C'est pas, tu fais pas oui, venir un Andy Carroll en Ligue 2 pour le mettre sur le banc. Et au final, Louis Mofta est bien plus performant que lui. Donc là-dessus, qu'il a un gros salaire et qu'au final il soit remplaçant la plupart du temps, sauf au retour des trêves internationales, comme là Louis Mofta a joué tous les matchs, quasiment 90 minutes avec la Centrafrique, ça se comprend. La question, c'est comment est-ce que tu le remplaces? Comment est-ce que tu garnis ton banc? Parce que on en parlait un petit peu en off tout à l'heure. S'il n'y a plus Carole sur le banc, c'est qui que tu fais rentrer? C'est peut-être Mathis Touot en pointe, c'est peut-être Eliès Dao, le jeune qui arrive de Toulouse, mais il a encore que 17 ans. Bon, voilà, on est assez limité quand même dans les choix, dans les options en attaque. J'ai envie de dire quand même qu'Amiens, je pense qu'ils vont chercher à se renforcer.
avec peut-être un joueur libre, peut-être un joker. J'ose espérer que c'est le projet, mais c'est le joueur qui va arriver sur le tard, peut-être qu'il ne sera pas entraîné, voire qui aura été blessé pendant une partie de la prépa, ou alors qui aura été mis dans le loft de son club, on ne sait pas encore quel profil ça va être. Donc, quand est-ce qu'il va réussir à se mettre en route? Est-ce que ça va être suffisamment tôt pour pouvoir jouer la première partie de tableau, ou est-ce que Amiens assume enfin que voilà, c'est un club qui va juste être dans le ventre mou et pas tenter autre chose cette saison? J'avais cru comprendre ça à demi-mot en disant, je crois que c'est la tienne, je crois que c'est ton interview d'Orient avec Bernard Joannin. Oui. J'ai cru comprendre un petit peu que voilà, les ambitions, bon voilà, on a dépensé beaucoup les dernières années, là faut se calmer un petit peu, on va essayer de se maintenir et attendre que l'orage passe, entre guillemets, devenir un club formateur, ce qui au final a fait la réussite d'Amiens aussi ces dernières années, plus que les stars, on va dire, recrutées très cher. Mais voilà, comment est-ce qu'il va être remplacé, cet Andy Carroll? Comment est-ce que ça va circuler? Admettons que Lumafuta se blesse pendant 2 mois. Est-ce que tu peux assumer de jouer avec Dao et Touo en pointe tout le reste, le temps de sa blessure? Parce que Mafuta, il enchaîne les matchs. Il va peut-être pas pouvoir être opérationnel tout le temps. En dehors des trêves internationales, les blessures de fatigue, ça arrive. Voilà, les blessures musculaires aussi. Donc ouais, très perplexe sur ce que fait Amiens. Je pense pas qu'il soit en danger immédiat de descendre. Quand même, je pense qu'il y a des équipes qui me paraissent plus faibles. Et d'ailleurs, ils ont fait de bonnes impressions à domicile, contre le Red Star, contre Lorient. Je pense qu'à la Licorne, ils peuvent vraiment prendre les points qui vont leur permettre de souffler un petit peu. Mais quand même, quand tu vois ce qu'ils proposent à Annecy, c'est quand même pas très rassurant. Et en plus, tu perds ton numéro 2, on va dire, en pointe. Bon, voilà, quoi. Il y a plus trop de choix. Maintenant, il faut y aller. Et je pense que je vais être curieux de voir qui va arriver à la place d'Andy Carroll, en tout cas, s'il y a un joker qui est recruté ou un joueur libre. Étienne, ouais, ça paraît indispensable de recruter quand même. On imagine que s'il y a le départ de Carroll, ça a dû être anticipé. Enfin, on imagine. Après, Bah, ce sera la question. on en avait discuté à la fin du mois d'août avec Omar Daf. Je lui avais dit, oui, mais dès qu'il y a des suspensions et des blessures, vous allez être quand même en difficulté. Et il était d'accord, parce que Amiens a un 11 de départ qui est quand même plutôt pas mal, qui se tient bien. Un bon noyau de 12-13 joueurs, on peut dire. Mais après, c'est que des jeunes. Et c'est bien ça le projet du club cette année. C'est le maintien avec un groupe d'une douzaine de joueurs expérimentés et que des jeunes autour. Mais les aléas de la saison font que ça risque d'être difficile à tenir sur le long terme. Et c'est peut-être pas un hasard que ça craque dès le retour d'une trêve internationale où Omar Daf a forcément été obligé de reposer certains joueurs comme Fofana en défense ou Mafuta devant. Donc Amiens joue un jeu qui est un peu dangereux avec un effectif hyper court. Et donc là, pour l'instant, la politique, ça a été plutôt de ne pas remplacer les joueurs qui partaient comme Calcutta. Là, est-ce qu'ils vont trouver un joker ou un joueur libre qui soit un remplaçant crédible pour jouer au poste de 9? Je sais, il ne reste peut-être pas grand-chose sur le marché là. Parce que surtout au poste de 9, quoi. Ouais, à ce poste-là, c'est quand même très compliqué de trouver un joueur qui apporte des garanties, quoi. Ouais, peut-être un joueur effectivement en manque de temps de jeu en Ligue 1 en joker, quoi. C'est un peu Oui, bah ce qu'on peut c'est imaginer, ce que quoi. cherche Mais Bastia, par comme dit exemple. Julien, ouais, voilà, et comme dit Julien, après c'est des joueurs qui soit ils sont entre guillemets dans un loft, soit bah ils ont très peu de temps de jeu en championnat. Donc Voilà, ouais. quoi qu'il en soit, pour que ce soit un renfort «immédiat» entre guillemets, ça paraît compliqué, quoi. Là, on le disait, il y a encore 1, 2, 3, je crois qu'il y a 4 journées avant la prochaine trêve internationale, puisqu'il y a une journée début octobre. Bon, on imagine que même s'il y a un recrutement dans les prochains jours, oui, il faudra attendre peut-être un peu avant que ça tourne bien. Donc bon, tant que Mafuta après est apte, en soi, le Mafuta, il est titulaire et il marque et il y a pas de souci. Mais encore une fois, on en revient effectivement à ce banc et à ce groupe qui est pas très étoffé. Un coup d'œil sur le calendrier, donc réception de Clermont. Quand on voit la dynamique des 2 équipes, enfin en tout cas la dynamique de Clermont et on l'a dit, Amiens qui sort d'une grosse claque, ce serait intéressant de voir la réponse qui sera apportée par Amiens.
Ensuite, déplacement à Caen et réception de Rodez. Donc, cette série de 3 matchs là, elle quand même, va être charnière, je pense, pour Amiens pour situer un peu justement, bah, où cette équipe, doit se placer dans ce championnat. Quelles seront peut-être les ambitions d'Amiens dans ce championnat? Est-ce qu'ils arriveront à plutôt, aller, glisser la tête vers le haut? Ou alors au contraire, si tu sors de cette série avec pas beaucoup de points, tu peux commencer à te dire: «Bon, est-ce qu'on a fait le bon calcul avec une équipe aussi rajeunie d'un coup?» d'un seul. Mmh. Donc voilà, c'est sûr que ces prochaines semaines vont être, intéressantes, ces J'ai prochains matchs pardon, vont être intéressants à suivre. j'ai une question pour Étienne qui a eu, Omar Daf, au téléphone récemment. Est-ce que, bon, on sait que même si ses débuts à Sochaux, c'était un petit peu en, voilà, fallait sauver les meubles, fallait sauver l'équipe, mais quand même les années d'après, il avait quand même eu des équipes très compétentes, et qui étaient censées, jouer les premiers rôles. Je pense à, du coup, Sochaux avant son départ, je pense à Dijon, je pense à Amiens l'an dernier. Je rappelle quand même l'an dernier, bah, effectivement, il y a le recrutement de Carole, il y a la prolongation de Léotet alors que Saint-Etienne le voulait absolument. Tu as Corchia qui arrive, défenseur droit. Enfin, tu as quand même des gros arguments qui sont arrivés, l'été dernier. Et avec, comment dire, la politique un peu low cost, un peu forcée par les événements, adoptés par la direction amiénoise. Est-ce que tu as senti que, Omar Daf, il était un petit peu, peut-être pas désabusé, mais un petit peu, ben, voilà, le projet, il change du tout au tout en fait, du jour au lendemain. Et lui qui est habitué à entraîner des équipes un petit peu, bah, qui étaient censées jouer le haut du tableau, il se retrouve avec un peu une équipe, Après, il a chez les il a il Bretonnes, a quoi. déjà quand même avec Sochaux au début, Oui, quand au il début, reprend ouais, tout à Sochaux, fait. c'est quand même des missions maintien avec des équipes là aussi très, Ouais, très ouais, bien jeunes. Donc sûr. il a quand même Mhm. déjà «connu» entre guillemets à Sochaux, il a développé énormément de jeunes joueurs aussi. Donc ça, Mhm. il c'est sûr que lui, il a l'ambition de créer de bâtir des équipes pour jouer le haut de tableau, mais malgré tout, ça reste un coach qui a aussi cette carte-là, Bien aussi sûr. jouer cette carte-là. Après, Mhm. Omar Daf, comme tu sais, quand tu l'entends à la télé, tu vois que c'est quelqu'un de très placide dans son expression. Mhm. Et il m'a pas laissé transparaître son sentiment personnel. En fait, il m'a présenté ce nouveau projet du club comme une donnée objective. Il m'a dit c'est comme ça, le club Mmh. a décidé que c'était comme ça et il fait avec. Évidemment, je me doute bien qu'il ne peut pas en être satisfait parce que voilà, il jouait les premiers rôles du côté Ouais. de Sochaux. Il a fait un pari en allant à Dijon pour essayer de jouer une montée. Voilà. Malheureusement, ça s'est pas bien terminé. Je pense que c'est un coach qui, comme tous les autres coachs, aspire à monter un jour, aspire à coacher en Ligue 1 et Mhm. forcément, jouer un maintien alors qu'il a pu jouer les playoffs auparavant, j'imagine pas que ça puisse le satisfaire. Mais ça, il ne me l'a pas dit. On sait qu'il Merci. est toujours très, très calme effectivement, Omar Daf est très, très posé sur les réactions et sur les conférences de presse. Allez, pour finir, cette émission, un petit coup d'œil comme d'habitude sur les matchs de la prochaine journée. Il y aura 8 rencontres le vendredi soir et une seule, le samedi à 14h30. Pas de match lundi puisque, la journée 6 enchaînera dès le mardi, 24 septembre. Donc là, on l'a dit, on rentre dans une semaine à 3 matchs, une semaine un peu sprint pour les clubs, de Ligue 2, quelques très beaux rendez-vous, que ce soit dans le haut ou dans le bas de tableau. Un Bastia Paris FC. On rappelle que Bastia donc est à 8 points, est invaincu face, au Paris FC. On aura le leader Guingamp qui accueillera Annecy, Annecy qui est en pleine forme. On aura Grenoble qui vient de gagner en déplacement à Martigues. Dunkerque-Pau, là aussi, c'est Dunkerque reste sur 2 victoires consécutives et le Pau FC est invaincu. Ouais. En bas de tableau, on en a parlé, Estac Rodez qui vaut déjà cher pour savoir, est-ce que l'une de ces équipes va obtenir son premier succès? Même, question pour Caen, qui va tenter d'obtenir sa première victoire de la saison contre Ajaccio. Ajaccio, plutôt cohérent. Amiens-Clermont, on en a parlé et puis, le Red Star, le promu qui accueillera Laval. Laval qui n'a pas encore gagné non plus, hein, pour l'instant. C'est vrai. Donc, beau défi aussi parce que pas évident, le Red Star qui réalise un début de saison plutôt cohérent. Donc, belle affiche et puis encore une fois, bah, les chocs s'enchaînent pour Metz. Après le Paris FC, c'est la réception du FC Lorient. Donc, très, très belle affiche le samedi après-midi à 14h30, votre préférence là, rapidement? Ah, c'est dur, hein, c'est dur à dire. C'est dur, il y C'est a vrai que beaucoup de bons matchs, hein. non, mais c'est vrai, c'est vrai. Metz-Lorient Tu quand même, moi j'avoue, c'est le Ouais, samedi non, après-midi 14h30, c'est vrai. c'est C'est vrai, c'est c'est vrai. ça sent la belle affiche quand même. Ouais, ouais et puis,
Et puis je suis curieux quand même de voir ce Bastia-Paris, voilà, Ouais, j'allais dire qui la est même chose. vraiment belle affiche du haut de tableau. On n'attendait pas Bastia si haut. Ouais. Voilà, à domicile, peut-être qu'ils peuvent renverser l'ogre, on va dire. Etienne, un Moi, petit. Metz-Lorient pour l'enjeu, pour la qualité des équipes, évidemment. Dunkerque-Pau, parce qu'il y a Ah, une petite chance que ce soit un feu d'artifice. On est c'est d'accord. clair. On est Et, d'accord. et puis 3 Rodez, parce que l'odeur du sang, évidemment, entre deux équipes mal en point. Voilà. Et d'ailleurs, l'Estac qui va mieux hein, quand même, Oui, qui perd à la dernière seconde à Ajaccio 2-1 à 10 contre 11. Mais c'était pas mérité et ils font match nul 0-0 à Bastia, hein, la semaine dernière et en plus, Placide, qui fait 2-3 beaux arrêts donc attention les stacks ça va de mieux en mieux et on l'a dit tout à l'heure, Rodez par contre, il faut vite, relever la tête donc effectivement ce choc de bas de tableau, va promettre beaucoup. Évidemment toutes les rencontres, les résultats seront à suivre sur Ma Ligue 2 avec, les réactions, les lives, les débriefs, tout ce qui va avec tout au long du week-end pour cette 5e journée de Ligue 2 donc n'hésitez pas, à aller sur notre site et puis un petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si vous aimez, nos vidéos pour nous soutenir, à liker, le contenu et à commenter. Voilà, laissez-nous aussi, vos avis, vos tops, vos flops, les joueurs qui vous ont marqué, les clubs qui vous ont marqué, enfin voilà. N'hésitez pas, vous êtes libres, on adore pouvoir échanger avec vous aussi après les émissions par commentaire et avoir vos avis. Merci Julien, merci Étienne de m'avoir accompagné, pour, ce nouvel épisode et puis on se retrouvera donc mardi prochain. On fera à la fois un débrief de la J5 et puis une oui. petite preview de la J6 puisque, bah, les matchs, se joueront, le soir même donc on aura beaucoup de choses à dire lors du prochain épisode. On vous souhaite une, belle journée, une belle soirée, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo et on se dit à bientôt. Ciao, ciao, salut! Salut! Salut tout le monde.